Le moment est venu de clôturer cette première journée de débat et nous allons accueillir celle qui va nous aider à le faire. Et nous accueillons Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais bien sûr remercier très chaleureusement Daphna Mouchenik qui est ici présente, qui m'a aussi accueillie, ainsi que les présidents Jean-Christophe Amarantinis et Jean-Marie Fournet, et puis bien sûr votre délégué général qui vient de dire en quelques mots combien elle a pris plaisir, je crois, à faire de cette maison, de ce syndicat, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un acteur très important. Merci, chère Florence Arnay-Momé. Mesdames et messieurs, il y a ici beaucoup de personnes, d'amis que je voudrais aussi remercier parce que vous travaillez, nous sommes en train de parler de quelque chose qui, pour moi, est un secteur stratégique. Parfois, on parle de l'industrie en parlant de secteur stratégique, on parle plus rarement des domaines sociaux et notamment de la question du grand âge. Et pourtant, la question du grand âge, vous le savez, vous qui en êtes des acteurs depuis longtemps, vous qui avez porté aussi ce syndicat comme un lieu de cette expertise, de la défense, bien sûr, des personnes qui sont, et toutes et tous, on espère être un jour concernés par le grand âge. Je dis toujours, il vaut mieux fêter des anniversaires que de ne pas les fêter, ça veut dire qu'on est toujours en vie. Mais c'est vrai que vous êtes des experts de ce grand âge et que vous êtes sans doute ceux qui, par leur expérience, leurs compétences, leur travail auprès des personnes, d'abord vous avez su développer les services dans des lieux, dans des EHPAD, pour la grande dépendance, pour le très grand âge, et puis tout ce qui se passe en amont, tout l'accompagnement avec cette idée que la présence au domicile et l'accompagnement au domicile de ces personnes est sans doute quelque chose de bénéfique, quelque chose qu'il nous faut porter collectivement dans une société qui, bien sûr, se réfère à des valeurs qui sont nos valeurs, dans lesquelles la solidarité, évidemment, est au cœur de ces valeurs. Vous êtes les experts de cette question du grand âge, et bien souvent, pas forcément mis en avant, sauf, et je vais y revenir, lorsque on redécouvre des choses que parfois la société a essayé de rendre invisibles parce que peut-être le jeunisme, parce que être dans une mondialisation heureuse peut faire oublier que on est tous mortels et que nous vieillissons et que cette question du vieillissement et de la mort sont des questions qui en fait font partie de la vie. Et peut-être que les personnes qui ont pensé que la jeunesse était éternelle ou qui aimeraient que la jeunesse soit éternelle ont un peu rendu invisibles ces sujets sur lesquels pourtant vous travaillez. Et à partir de votre expérience et vos entreprises, vos lieux de travail, mais aussi votre syndicat, sont un endroit pour rendre visible ce que beaucoup parfois aimeraient rendre invisible. Mais cet anniversaire, c'est 20 ans, d'abord c'est un très bel âge, 20 ans, a un goût aussi particulier parce que nous avons passé toutes et tous, et vous en particulier, une année, un peu plus d'un an, très très éprouvant, et que vous êtes encore un peu, mais vous avez été au cœur d'une gestion de crise qui a été, je crois, vue par toutes et tous
dans sa brutalité, dans sa dureté, mais aussi dans la capacité de votre secteur, et je parle à la fois de ceux qui sont dans l'accompagnement à domicile, comme de ceux et celles qui gèrent des établissements et bien sûr les EHPAD. Vous avez montré, je crois, au pays tout entier, ce que vous étiez capable de faire dans une crise qui a duré vraiment longtemps et qui nous a toutes et tous mis à l'épreuve. Et peut-être ce petit virus qui a fait irruption en janvier 2020, ce petit virus a bouleversé nos vies et je pense, comme vous, sans doute, que d'une crise, il faut tirer tous les enseignements pour essayer de régler ce que l'on n'arrivait pas à régler en dehors de ces situations de crise et bien sûr pour préparer l'avenir. Dans les EHPAD, vous avez vécu des moments immensément difficiles. Il a fallu répondre aux familles endeuillées, faire respecter l'isolement, restreindre des libertés, prendre des décisions quand les incertitudes persistaient, quand il n'y avait pas de réponse ou quand la doctrine était... Parfois, ça m'est arrivé aussi en tant que maire de Paris, quand la doctrine était tellement décalée qu'on se disait, franchement, quand une doctrine est décalée, elle n'est pas de droit divin, il faut essayer d'en inventer une autre. Et vous avez été aux premières loges, en première ligne, pour essayer aussi de gérer l'angoisse des proches comme celle des résidentes et des résidents et de gérer vos établissements et cette relation qui a été à la fois difficile mais permanente, quotidienne, multiquotidienne avec aussi des autorités de tutelle qui parfois là je le dis aussi en tant que maire de Paris ayant à gérer directement un certain nombre d'EHPAD, parfois avec des difficultés dans ce dialogue. Mais évidemment, vous, comme toutes celles et ceux qui ont eu à gérer cette crise, nous avons choisi d'essayer d'être efficaces et non pas de polémiquer, puisque l'urgence, c'était d'abord de répondre aux résidents et aux résidentes et bien sûr aux familles. Alors je veux ici vraiment pour ces 20 ans et au sortir de cette crise, j'espère qu'on en est sorti, rendre un hommage très très appuyé à l'ensemble des professionnels qui se sont mobilisés tout au long de cette crise sanitaire avec des conditions de travail hors normes. Sans elles, sans eux, sans vous, nous n'en serions pas là aujourd'hui et les moyens que notre société consacre d'ailleurs aux conditions de travail de celles et ceux qui se sont mobilisés doivent être plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Mais je veux vous dire merci parce qu'il y a eu des innovations vraiment à chaque étage. Et je me souviens dans tel EHPAD, quand les soignants, les personnels qui étaient présents ont décidé de dormir sur place pour ne pas être eux-mêmes porteurs du virus. Je me souviens d'autres endroits où, pour justement permettre le contact avec les familles, tout le monde, les collectivités aussi ont contribué. Nous nous sommes dit, eh bien, essayons d'utiliser le numérique, et même si le numérique n'est pas forcément le fort des personnes les plus âgées, d'accompagner cela. Je me souviens aussi comment vous êtes allés chercher, souvent d'ailleurs, des artistes, des personnalités pour venir parler. Et bien sûr, ça n'était pas dans un rapport physique et rien ne va remplacer ce rapport physique, mais vous avez innové, créé des situations dans lesquelles vous étiez là, aux côtés des personnes très âgées, et idem pour celles et ceux qui essayaient de venir continuer de soulager au domicile les personnes qui, elles, restaient à domicile. Et vraiment, ce travail, cette énergie, cette générosité a été faite en poussant tous les cadres. Là aussi, il y a eu des montagnes. Tout à l'heure, vous parliez des montagnes qui ont été gravies. Là, il y avait des montagnes à gravir et vous l'avez fait. Et vous avez tenu bon. Et de nombreuses vies ont été sauvées aussi grâce à votre mobilisation. Et je veux vraiment vous dire merci. Et dans les
sujet, parce que chaque fois que l'on traverse une crise, il faut bien sûr se demander comment éviter la suivante, ou comment nous pourrions anticiper les risques à venir. Eh bien, je pense que le travail que vous faites et ces 20 ans sont aussi consacrés à cela. Bien sûr, à votre anniversaire et à dire d'où vous venez, mais sans aucun doute, cette expérience de crise sera extrêmement importante. Et à partir des études, de l'enquête que vous avez faite aussi avec l'IFOP, à partir des données démographiques, nous savons que nous allons assister là aussi à un choc démographique sans précédent, pas simplement en France, mais dans nos pays en Europe et dans nos pays industrialisés. Et en 2040, un quart des habitantes et des habitants de Paris, par exemple, aura un âge avancé. Et l'INSEE évalue à 4 millions le nombre de seniors en perte d'autonomie d'ici 2050. Ce sont des données que nous ne pouvons balayer d'un revers de main. Nos générations, nous qui sommes en responsabilité aujourd'hui, nous devons bien sûr essayer d'anticiper et nous dire comment on résout ce gap, puisqu'il y a encore un gap important pour accompagner, y compris aujourd'hui, les personnes en perte d'autonomie. Alors bien sûr, vivre plus longtemps, c'est une très très bonne nouvelle, mais il faut aussi donner à chacune et à chacun les moyens de vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors peut-être quelques leçons que je me permets de poser aussi sur la table dans ce débat de clôture de cette première journée. La première leçon pour moi, c'est quand même ce besoin d'être ensemble. C'est une leçon, c'est quelque chose de positif, parce que on disait souvent le lien familial est distendu, le lien social est atomisé, et en fait on a vu au contraire que ces liens étaient très très forts, que la solidarité entre les générations était vraiment au cœur du pacte dans notre société. Et souvent, je suis née en Espagne, je regarde beaucoup ce qui se passe notamment dans d'autres pays, et l'Espagne en particulier, où cette question du lien générationnel était une question qui me paraissait plus facilement traitée qu'ici en France, avec une imbrication plus grande des familles, des générations, des tout-petits, des seniors, avec peut-être aussi une intégration plus grande des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Eh bien, je trouve au sortir de cette crise que ce que l'on a vu, ça n'était pas cet égoïsme. Peut-être que vous l'avez vu à certains endroits avec des personnes très âgées qui sont peut-être restées seules et sans relation avec leur famille, mais globalement, on a plutôt vu quand même une implication des familles, des différentes générations, et une attention portée à nos personnes très âgées. Et cette idée, cette première leçon, ce besoin d'être ensemble, cela va nous obliger à travailler encore plus contre l'isolement, qui est une véritable violence mentale et psychique. Je veux d'ailleurs remercier, au-delà des établissements et des activités de toutes les associations, organismes, entreprises de votre syndicat. Il y a aussi, par exemple, les Petits Frères des Pauvres et toutes les associations engagées justement contre l'isolement qui ont beaucoup alerté sur ces drames de la vie quotidienne et qui nous ont beaucoup aidés à surmonter justement cette question de l'isolement pendant cette période. Et les établissements, les lieux de vie qui accueillent les personnes âgées, nous le savons, doivent maintenir et maintiennent le lien social. Je veux aussi, bien sûr, remercier et saluer mon ami Jérôme Guedj et les travaux qu'il a conduits, ainsi que les propositions très inspirantes pour lutter contre l'isolement. À Paris, avec Véronique Levieux, mon adjointe, que je veux aussi remercier
toutes les, voilà, tous les services de la ville qui travaillent, et toutes les associations aussi qui travaillent en lien avec Véronique et avec nous. Nous faisons de cette question de la lutte contre l'isolement une priorité. Nous avons créé Paris en compagnie, ce service qui permet à toute personne de plus de 60 ans d'être accompagnée lors de ses déplacements. Alors bien sûr, pendant toute la période du Covid, c'était pas forcément se déplacer, mais c'était tout simplement avoir un lien, avoir un échange régulier. Et on le sait tous, on a tous des exemples extraordinaires d'amitiés qui sont nées entre personnes de différentes générations, des bénévoles, des services civiques, des personnes âgées qui ont aussi retrouvé ce goût de l'échange, ce goût de la vie à partir de ce type de rencontres. Et puis, on a fait aussi, et partout en France, pas simplement à Paris, mais depuis longtemps, tout ce travail avec les intergénérationnels de crèches et avec les seniors, qui aussi est un travail intéressant. Là encore, pendant toute cette période de Covid, c'était compliqué, mais je sais que ces relations, elles font vivre, elles aident des enfants aussi à trouver des grands-parents ou avoir ce rapport avec des personnes très âgées qu'ils n'ont pas forcément dans leur cercle familial. Et pour les personnes âgées ou très âgées, c'est aussi ce lien avec des petits-enfants. Parfois, ils et elles n'en ont pas, ou parfois ils sont loin. Et c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, cette solidarité entre les générations, d'abord que l'on avait déjà portée bien avant que je ne sois mère, et je pense à Liliane Capel qui avait fait de son mandat entre 2008 et 2014, avait fait de la question du lien entre les générations un sujet majeur. Nous l'avons poursuivi en apportant beaucoup d'autres éléments, évidemment, depuis. Le deuxième enseignement, c'est peut-être ce besoin de dialoguer pour mieux répondre aux besoins de chacune et de chacun, quel que soit son âge. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser des dispositifs globalement, et puis on voit bien des dispositifs pensés globalement, en fait, ils se heurtent toujours à la réalité et au fait que nous sommes tous singuliers et que nous avons tous des besoins que nous exprimons de façon singulière, et que du coup, cette adaptation-là, elle est absolument indispensable et qu'il nous faut être créatifs, avoir des cadres, avoir des dispositifs, avoir une vision, bien sûr, pour agir et pour développer nos activités, mais il faut aussi être très créatif et pour protéger les plus vulnérables, par exemple dans cette pandémie, des restrictions de liberté ont été, on le sait, toutes et tous particulièrement mal vécues par les résidentes et les résidents des EHPAD et aussi par les familles. Je pense bien sûr à cette obligation de rester dans sa chambre, à l'interdiction de recevoir des visites. Et Éric Fiat a eu l'occasion de le dire sans doute aujourd'hui. En fait, la condition de notre aptitude à vivre ensemble, c'est bien quand même de respecter la relation à autrui qui postule que l'autrui est libre, y compris s'il a perdu une partie de sa capacité à se mouvoir et peut-être même à décider seul. Mais cette idée que l'autre doit être reconnu comme un être avec sa liberté est quelque chose de primordial. Et vous avez là aussi su inventer, innover. Vous avez repensé aussi ces normes sanitaires, cette doctrine, en faisant en sorte qu'elle puisse être évidemment acceptable, acceptée, et que finalement elle ne produise pas des effets pires que le virus lui-même.
Et sur ce point, j'aimerais bien sûr revenir sur ce que sont les conseils de la vie sociale, ces conseils qui ont été créés il y a 20 ans, en même temps que votre syndicat, et qui ont constitué un progrès formidable parce qu'ils créent ces espaces de participation. Et je pense que cette participation citoyenne est quelque chose d'indispensable parce qu'on a besoin de l'expertise des professionnels, évidemment, qui est première, qui est essentielle. On a besoin de l'expertise des résidents et puis on a besoin aussi de l'expertise des familles. Et je crois que dans ces conseils, chacun a sa place, évidemment. Il ne s'agit pas pour les familles de se prendre pour des professionnels. D'ailleurs, si leurs parents sont dans des EHPAD ou dans des résidences, c'est bien parce qu'ils ne peuvent plus en assumer la charge. Mais en même temps, ce dialogue, ce lien, cette décision, codécision parfois commune est absolument essentielle et ça, nous l'aurons appris. Je veux remercier et saluer aussi les travaux de Fabrice Xil sur l'éthique, qui a aussi permis d'organiser un cycle d'échanges nécessaire avec les directeurs d'EHPAD ici à Paris, et notamment aussi pour penser l'EHPAD du futur. Vous toutes et vous tous, à partir de vos activités, vous avez souhaité qu'il n'y ait aucune question taboue. Et ça, je pense que c'est très, très important. Aucune question taboue parce qu'il ne fallait pas ni cacher la poussière sous les tapis, ni considérer que ce que nous venions de vivre, finalement, allait pouvoir être dépassé facilement. Mais que ce que nous venons de vivre avec cette pandémie doit aussi, bien sûr, nous aider à apporter des réponses dans le futur. Et enfin, comme troisième point que je souhaiterais aussi apporter comme contribution d'enseignement de cette crise, la crise a mis aussi en lumière un besoin d'ouverture des EHPAD, du grand âge, sur le reste de la société. Par exemple, pour les acteurs que nous sommes, maires élus d'une ville, nous nous sommes dit, nous nous étions déjà dit avant qu'il fallait penser la ville aussi à partir de son accessibilité, d'ailleurs de son accessibilité universelle. Je vois ici Jérémy Bauroy qui est mon conseiller et qui m'accompagne dans cette question de l'accessibilité universelle. Penser la ville comme un endroit où, je disais en 2014, au moment où je suis devenue maire de Paris, où on peut lâcher la main à ses enfants. C'est aussi penser la ville comme une ville dans laquelle, lorsque l'on vieillit, on peut encore se déplacer sans crainte et pouvoir profiter de l'espace. Ça veut dire des aménagements urbains, ça veut dire des lieux accessibles, ça veut dire aussi, bien sûr, penser les lieux que sont, par exemple, les EHPAD, les lieux du grand âge, en lien avec la ville, comme des lieux aussi ouverts, respectant, bien sûr, la nécessité d'intimité dont on a besoin, tout un chacun d'ailleurs, grand âge ou pas grand âge, mais permettant aussi cette rencontre et organisant dedans, dehors, une fluidité qui permet finalement de mieux vivre et peut-être aussi aux professionnels de ne pas se sentir eux-mêmes isolés. Donc, comment adapter les logements pour permettre d'y vivre le plus longtemps possible. Le choix que nous avons fait à Paris avec Yann Brossa, avec toutes mes équipes, ça a été de dire on continue pour le logement neuf à construire des logements 100% accessibles. Parce que même à un moment où on nous disait ça coûte très cher et les règles, enfin en tous les cas les lois, nous poussait plutôt à ne considérer qu'une petite proportion de ces logements construits avec 100% d'accessibilité. Nous avons décidé de maintenir le 100% d'accessibilité en pensant bien sûr aux personnes en situation de handicap, mais en pensant au fait que nous allons tous vieillir, que cette population va être de plus en plus nombreuse et que si l'on peut avoir des logements organisés pour cette accessibilité, ça veut dire aussi permettre le maintien
maintien à domicile de personnes pendant une durée beaucoup plus longue que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et puis nous nous sommes aussi, par exemple, engagés à Paris, et je sais que dans beaucoup de villes aussi en France, à rénover aussi, à faire un diagnostic des logements pour les personnes plus âgées. Alors, à 70 ans, on n'est pas âgé. Voilà, c'est quand même un âge où on est aujourd'hui, fort heureusement, en moyenne très actif. Et c'est un âge où on a beaucoup de retraités très actifs, et notamment dans toutes nos associations. Mais faire un diagnostic des logements pour aider et accompagner à l'évolution de ces logements dans une perspective, par exemple, de changement de douche, de changement de tout ce qui peut permettre de rester plus longtemps, eh bien, ça fait partie de nos objectifs. Et nous nous sommes fixés sur Paris un objectif de 5000 logements par an jusqu'en 2026 à modifier. Et donc, dans ces leçons à tirer, l'idée que nous devons passer d'une logique d'empilement de politiques sectorielles à une vision d'une stratégie qui anticipe justement les conséquences de cette évolution démographique à laquelle nous sommes confrontés et qui est plutôt une bonne chose puisque nous vivons plus vieux. Et je souhaite bien sûr saluer aussi le travail de Luc Broussy que je veux vraiment remercier parce que le rapport qu'il a rendu au gouvernement intitulé « Nous vieillirons ensemble » est justement un rapport qui va dans le sens de cette politique plus globale et qui fait qu'on n'est pas simplement en train de travailler secteur par secteur sans se parler d'un secteur à l'autre, alors que c'est une question qui nous concerne tous. Alors, ce que je voudrais aussi évoquer peut-être en conclusion, c'est que, évidemment, cette crise, elle met en avant cette question du grand âge. Je me souviens, en 97-98, j'étais conseillère au cabinet de Martine Aubry. J'avais la chance et l'honneur d'être de participer à cette aventure conduite par Lionel Jospin. Et nous avions Paulette Guinchard-Kunstler, qui je veux rendre hommage aussi, qui avait travaillé et qui avait mis en place cette réflexion, cette première d'ailleurs grande disposition sur l'APA. Et à l'époque, ça a été posé, ça a été mis en place avec cette allocation personnalisée à l'autonomie, avec l'idée qu'il faudrait travailler à un dispositif pérenne de financement de cette question, de ce 5e risque, de la grande dépendance. Et ce travail-là, en fait, il est encore en jachère. L'allocation personnalisée à l'autonomie a été posée. Les départements ont assumé et assume aujourd'hui cette dépense, d'ailleurs sans que l'État ne considère que son obligation constitutionnelle de compenser intégralement les charges transférées et les missions transférées vers d'autres collectivités devraient être intégralement remboursées. Nous le savons, dans une ville comme Paris, qui est aussi un département, la dépense sur l'APA, et on est fiers de la porter, est une dépense qui est à peine compensée à 10% par l'État, alors que la Constitution précise, et quand même la Constitution, quand elle précise, c'est pas rien, que les transferts de compétences doivent être intégralement compensés. Toujours est-il que ce sujet est resté pendant 20 ans avec de temps en temps des incursions. Comment financer le grand âge à chaque grand moment démocratique dans notre pays, il y a des idées où on essaye de le porter et puis souvent très vite ça redevient un sujet qu'on range pour la prochaine fois. Je crois qu'on est vraiment là aussi au pied du mur, c'est-à-dire que ce que l'on appelait ce 5e risque, cette capacité que nous devons générer de financement qui doit à la fois
de mon point de vue, faire appel à la solidarité nationale, mais aussi peut-être évidemment aux contributions des personnes, alors par le patrimoine, des contributions qui doivent évidemment répondre à des critères sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur vie, ne seront pas en capacité de se payer les services qui sont les services qui vont avec le grand âge et la dépendance. Nous devons penser un système. J'ai la faiblesse de penser que la solidarité nationale doit être au rendez-vous, que nous devons évidemment envisager ce dispositif comme un service public universel, à l'instar de l'hôpital, qui est aussi un service public universel, qui ne doit pas être, de ce point de vue, réservé aux plus pauvres dans son financement public. Ça doit être, bien sûr, un financement public qui doit aider les plus fragiles, mais je pense que la mixité des lieux est absolument indispensable. La mixité des lieux, y compris d'ailleurs des partenariats entre le public et le privé sur des lieux qui doivent permettre cette mixité-là, doivent pouvoir être imaginés. Et donc la question du financement est encore ouverte et posée. Je pense que le temps est vraiment venu de l'ouvrir, d'en débattre, mais pas simplement d'un point de vue comptable ou financier, pas simplement du point de vue qui consisterait à dire si vous avez bien travaillé toute votre vie et que vous avez accumulé un patrimoine, alors vous vous en sortirez bien, et pour les autres, on verra, et peut-être aux collectivités locales de s'en charger. Je pense que ce chemin-là serait une erreur fondamentale. D'abord parce qu'il ne nous ferait pas progresser collectivement. Et je pense que la question que pose l'accueil et l'accompagnement du grand âge, c'est d'abord une question d'humanité et une question de civilisation. C'est à la façon dont on traite nos aînés, nos très aînés, nos très fragiles, que l'on mesure le degré de civilisation dans lequel on est. Et là, je crois que ce que nous avons appris de cette crise Covid, de ce que nous avons dû affronter, y compris avec une mortalité qui a traumatisé beaucoup des personnels, des professionnels et bien sûr les familles, à partir de ce que nous savons de la nécessité d'accompagner du mieux possible le grand âge, mais aussi du fait qu'il y a derrière cet accompagnement des emplois, un travail qui doit être valorisé, qui doit redevenir attractif, parce que là encore, ce n'est pas un sous-emploi que de s'occuper de personnes âgées dépendantes et de faire en sorte qu'elles soient accompagnées dignement, respectées dans leur liberté et dans leur personne. Cela nécessite bien sûr de la formation, et je sais combien vous êtes investis sur ce sujet de la formation, mais cela nécessite aussi de la valorisation. Donc ça veut dire qu'il y a des choix à faire et des choix de société à faire, et que la question de comment nous accompagnons, nous traitons, nous développons et nous prenons en considération et le grand âge et les professionnels qui s'en occupent est une question qui, de mon point de vue, est éminemment stratégique. Et c'est une question qui, si nous la laissons encore une fois de côté, ou si nous ne l'abordons que sous un angle strictement comptable, avec des schémas dans la tête qui sont des schémas importants, bien sûr, il faut avoir des budgets équilibrés, il faut faire les choses, et quand on engage de l'argent public, il faut le dépenser évidemment à bon escient. Mais je pense que si nous ne rentrons pas parce que cela signifie en termes de choix de société, alors nous risquons de rater une nouvelle occasion. Et je pense que nous avons à peu près tout en main, les expertises, les études, les analyses, les expériences, et peut-être aussi la volonté de traiter ce sujet-là et d'apporter enfin, comme il se devrait, dans un pays dont la devise, la belle devise est liberté, égalité, fraternité, d'appliquer cette devise, notamment à la façon dont nous traitons les plus fragiles, qui nous ont beaucoup donné avant. Je pense bien sûr aux personnes, à nos aînés, aux personnes âgées, et puis peut-être c'est une façon
même égoïste de dire à nos enfants ou à nos petits-enfants voilà, qu'il vaut mieux quand même traiter bien les personnes âgées, parce qu'un jour, nous le serons aussi, enfin je l'espère, nous serons aussi dans cette situation. Mais encore une fois, merci, bravo pour votre engagement et votre travail, et à vos côtés, soyez-en assurés pour porter ce grand sujet qui est le sujet du grand âge dans notre pays. Je vous remercie.